Ma mère a plaqué le visage de mon frère autiste contre son assiette de dîner parce qu'il fixait sa clé. Quand je l'ai supplié d'arrêter, elle a hurlé « Tu la veux? Tu crois que tu mérites de regarder ce qui est à moi? Je viens de découvrir à quoi servait cette clé. Je regrette d'avoir été curieux. » Ma mère portait une clé en laiton autour du cou, une clé qui allait un jour nous sauver la vie. Mais d'abord, elle a failli nous tuer. Elle ne l'enlevait jamais. Ni sous la douche, ni au lit. Le cordon en cuir avait laissé une marque permanente sur sa peau après 13 ans sans jamais être retiré. En grandissant, nous n'avions qu'une seule règle qui comptait vraiment, personne ne touche à la clé. Quand j'avais 6 ans, j'ai demandé ce qu'elle ouvrait. Elle m'a tenu la main au-dessus de la plaque de cuisson jusqu'à ce que la peau cloque et se détache. Après ça, j'ai appris à détourner les yeux quand elle se penchait. Mais Charlie avait 8 ans, il était autiste, et il ne pouvait pas retenir ce genre de règles. Elle l'a surpris en train de la fixer pendant le dîner. Ses yeux suivaient la clé quand elle se balançait alors qu'elle attrapait le sel. J'ai vu son visage changer. Elle lui a attrapé la mâchoire et l'a fracassé contre la table. Le craquement a résonné dans la cuisine Riley. Du sang a giclé sur ses macaronis au fromage alors qu'elle le refaisait. « Tu la veux ?» a-t-elle hurlé. « Tu crois que tu mérites de regarder ce qui est à moi ?» Le médecin des urgences a cru à son histoire d'accident de vélo. Ils y croyaient toujours. Charlie est rentré avec la mâchoire immobilisée par des fils, et elle l'a forcé à écrire des lignes avec ses doigts cassés quand même. Les punitions dans notre maison étaient précises, des cuillères brûlantes appliquées sur nos bras pour avoir répondu. De l'eau de javel dans le bain pour des pensées impures. Rester debout dans un coin sur un seul pied pendant 6 heures si on respirait trop fort. Elle touchait cette clé avant chaque séance, comme si elle lui demandait la permission. À 14 ans, j'avais déjà essayé toutes les serrures de la maison. La clé ne correspondait à aucune. Ni la porte du sous-sol, ni sa boîte à bijoux, ni le classeur. Charlie pensait que c'était pour un coffre en banque. Moi, je croyais que c'était un souvenir de sa maison d'enfance. On échangeait nos théories à voix basse, la nuit, quand la maison dormait. Les tortures empirèrent en grandissant. Elle nous faisait rester à genoux sur du riz pendant des heures. Elle nous mettait du savon dans la bouche jusqu'à ce qu'on vomisse. Elle nous enfermait dans le congélateur du sous-sol par intervalle de 30 secondes. Des intervalles. Juste assez pour faire mal, mais pas assez pour laisser des traces visibles. Elle était maligne comme ça. Une nuit, elle a gardé Charlie éveillé pendant 72 heures en l'aspergeant d'eau glacée à chaque fois qu'il fermait les yeux. Je l'ai entendu sangloter à travers les murs pendant qu'elle riait. Quelque chose en moi s'est brisé. Il fallait qu'on parte où on allait mourir là. C'est là que j'ai commencé à vraiment planifier. J'ai trouvé un job au McDo et caché de l'argent dans une boîte de tampons sous mon lit. J'ai cherché des foyers pour jeunes dans d'autres États, mais le salaire minimum ne suffisait pas pour 2 billets de bus, de la nourriture et un toit. Il nous fallait plus. J'ai découvert la planche du sol par hasard. Elle était à son rendez-vous d'église du mercredi et je volais ses somnifères pour aider Charlie à dormir. Mon pied a heurté une planche branlante dans son placard. En dessous, une serrure. Elle a su. Elle savait toujours tout. Je me suis réveillé attaché avec des colliers de serrage dans le sous-sol. Une semaine là-bas, à ne boire que de l'eau et manger du pain rassis. Quand elle m'a enfin libéré, elle souriait. La curiosité est une perte de temps, a-t-elle dit. Souviens-toi de ça. 6 mois plus tard, elle nous a annoncé que Charlie était trop abîmé pour qu'on le garde. Elle a dit qu'elle avait trouvé un centre spécialisé dans le Nord, capable de le réparer, de mieux gérer ses problèmes. Je savais qu'il n'y avait aucun centre. Je l'avais entendu au téléphone avec quelqu'un. Elle demandait des infos sur des tombes non répertoriées. C'est là que j'ai lancé mon plan. Chaque vendredi, elle se saoulait après nous avoir fait souffrir. Je lui volais des cachets d'Ambien depuis des mois et les réduisais en poudre. Ce vendredi-là, j'ai mis 20 pilules dans sa bouteille de vodka. Elle a mis une éternité à sombrer. Je suis resté assis dans l'escalier à compter ses respirations jusqu'à ce qu'elles deviennent profondes et régulières. La clé avait basculé en avant, pendue à son cordon. Je l'ai soulevée si lentement que ça m'a pris 5 minutes. Charlie montait la garde pendant que je courais dans sa chambre. La planche s'est soulevée facilement. J'ai tourné la clé et entendu le clic de la serrure. À l'intérieur, il y avait 30 000 $ en liquide. Nos certificats de naissance avec d'autres noms, Adam et James en lait, pas Charlie et Ryan Riley. Les certificats de décès de nos vrais parents. Des photos de police d'un accident de voiture, 2 corps à l'avant. Au fond, des papiers d'adoption jamais envoyés, et l'arme de service de notre père. Un Glock 19 avec un chargeur plein. Elle n'était pas notre mère. Elle était la sœur de notre père. Elle les avait tués tous les deux et nous avait pris, ainsi que les aides de la sécurité sociale. 9 ans de chèques prévus pour nous. J'ai regardé cette arme longtemps. Une part de moi voulait s'en servir. La finir comme elle les avait finis. Mais on n'était pas comme elle. J'ai pris l'argent, nos vrais papiers, j'ai laissé l'arme et les preuves à qui les trouverait. On a pris un Greyhound à 3 heures du matin pour Seattle. On n'a plus jamais eu de nouvelles d'elle jusqu'à 1 mois plus tard, quand on a frappé à la porte. Ce n'était pas ma mère. C'était la police.
Elle s'était tiré une balle avec le Glock et avait même laissé une lettre. Elle disait que son suicide était entièrement de notre faute à Charlie et moi. Les policiers se tenaient dans l'embrasure de la porte, tenant des papiers officiels avec des noms que je n'avais pas entendus depuis 13 ans, Adam et James Hanley. Charlie se balançait dans un coin de notre petit appart à Seattle, sentant le danger comme toujours. Ses doigts tapaient sur sa cuisse selon un rythme qui voulait dire qu'il avait peur. L'agent le plus grand s'est éclairci la gorge et a parlé du suicide de la femme. Elle avait laissé une lettre. Charlie a commencé à fredonner la berceuse de notre vraie mère, celle d'avant que tout dérape. Les policiers ont échangé un regard en entendant ce détail authentique, quelque chose qu'ils n'auraient pas pu connaître si on n'était pas vraiment ce que disaient les papiers. Ma réponse paniquée est sortie avant que je puisse l'arrêter. Elle a vraiment trouvé nos certificats de naissance? Les mots ont flotté dans l'air, incitant les policiers à se pencher avec plus d'intérêt. Qu'aurions-nous pu encore cacher si on avait fui à ce point? C'est à ce moment-là que notre voisine d'en face est sortie en panique, cambriolage dans son appart, elle avait besoin des policiers immédiatement. Les agents nous ont regardés, puis elle. Je devais faire un choix, l'aider et paraître honnête, ou rester silencieux et avoir l'air suspect. Charlie a chuchoté depuis son coin, presque inaudible, elle regarde. J'ai essayé de me placer entre les agents et Charlie, qui s'était rapproché malgré sa peur, mais l'agent plus petit était déjà en train de déplier la lettre de suicide. Il l'a lue à voix haute d'un ton neutre. Charlie s'est mis à se frapper en entendant les mots « Tu m'as tout volé ». L'écriture de la femme, même décrite indirectement, m'a glacé le sang. La crise de Charlie a dégénéré. Il s'est mis à hurler sans mots en se cognant la tête contre le mur. L'agent a reculé, un autre a saisi sa radio. Ils ont appelé du renfort et les services sociaux. 3 problèmes nous sont tombés dessus d'un coup. Charlie avait besoin de son ordonnance, mais elle était au nom de nos fausses identités. La police voulait nous interroger. Et notre propriétaire est apparu au bout du couloir, furieux à cause des plaintes des voisins à propos du bruit. J'ai essayé de calmer le propriétaire d'abord, en sortant notre contrat de location pour prouver qu'on était de vrais locataires. Mais le document portait nos faux noms. O'Reilly. L'agent a froncé les sourcils en comparant le bail au document qu'il avait. Mais le bail dit O'Reilly, a-t-il observé calmement. La sympathie qu'ils avaient brièvement montrée s'est évaporée. J'ai admis qu'on utilisait de faux noms. Les mots sont sortis en cascade. Mais expliquer pourquoi, sans paraître totalement délirant, semblait impossible. Comment leur raconter les abus, les meurtres, les 13 ans de torture, sans preuve? Charlie avait cessé de hurler, mais maintenant, il récitait des informations de façon mécanique, comme il le faisait lorsqu'il était dépassé. Nos vraies dates de naissance. Les numéros de sécurité sociale qu'il avait mémorisés à partir des documents volés. Il connaissait la vérité, mais pour les policiers, cela devait ressembler à une mise en scène. Comme si j'avais implanté ces faits dans l'esprit d'un adulte vulnérable pour une raison douteuse. C'est alors que je l'ai vu. Dans le sac de preuves que portait l'agent le plus petit, on distinguait les bijoux de la femme. Elle avait gardé l'alliance de notre mère toutes ces années. À travers le plastique transparent, je pouvais juste distinguer l'inscription gravée à l'intérieur de l'anneau. La pièce a tourné autour de moi alors que je réalisais cette nouvelle cruauté. Les agents ont décidé de nous séparer pour l'interrogatoire. Charlie a hurlé à propos de la clé pendant qu'il l'emmenait dans le couloir. Ces paroles me faisaient passer pour un manipulateur ayant bourré le crâne de son frère avec des fantasmes. La clé en laiton qui avait défini notre enfance faisait désormais partie des preuves de sa mort. L'assistante sociale est arrivée dans l'heure. Une femme épuisée, aux yeux doux, qui en avait clairement trop vu. Elle avait besoin de nos dossiers médicaux, mais j'ai dû lui expliquer que la femme avait détruit tout ce qui datait d'avant nos 6 ans. Il ne restait que les faux dossiers à son nom, et cela contenait 13 ans de documentation détaillée. Chaque visite où elle nous avait amenés blessés. Chaque mensonge raconté. Chaque fois où elle nous avait décrits comme des enfants violents et troublés, responsables de leurs propres blessures. Mon récit de notre fuite ressemblait exactement au fantasme de vengeance décrit dans mes dossiers de thérapie. La femme m'avait obligé à consulter sa propre amie, une thérapeute qui notait tout ce que je disais, puis déformait mes paroles. Aujourd'hui, ma vérité désespérée sonnait comme les délires d'un jeune homme dérangé, qui aurait drogué sa mère et volé son argent. La page Facebook commémorative de la femme se remplissait déjà de messages. Maman aimante, soignante dévouée, partie trop tôt. Notre absence aux funérailles avait été remarquée et commentée à plusieurs reprises. Sans cœur, froid. Quel genre de fils n'assiste même pas aux obsèques de leur mère? Les voisins de notre immeuble avaient lancé leur propre fil de discussion, partageant des captures d'écran et des théories. J'ai tenté de montrer des preuves sur mon téléphone, photos, enregistrements que j'avais gardés au cas où. Mais le détective en charge de l'enquête a vu ça comme une obsession malsaine. Une personne normale ne conserve pas autant de documentation sur son parent, a-t-il dit. Cela suggère une obsession, une préméditation, une fixation malsaine. Puis le testament est apparu. Daté de 2 ans avant son suicide, il nous nommait bénéficiaires, mais avec une clause cruelle. Nous ne pouvions hériter que si nous suivions un programme de thérapie de réconciliation. La thérapeute désignée dans le testament? L'amie de la femme,
la même qui avait documenté mes prétendues tendances violentes pendant des années. Je n'avais pas dormi depuis 72 heures. Le stress, la peur, les interrogatoires constants me faisaient trébucher sur mes mots. En expliquant la chronologie de sa mort, j'ai commis une erreur de langage. Quand nous avons appelé, je me suis corrigé aussitôt, mais trop tard. Quand elle s'est appelée elle-même, le stylo du détective a gratté sa page de notes. L'avocate spécialisée dans l'autisme de Charlie est arrivée pour superviser son interrogatoire. L'ami de la femme l'avait déjà contacté, lui montrant des années de mai où elle prétendait craindre ses fils violents. Elle a tout documenté concernant leur violence, disait-elle, en sortant des dossiers entiers de preuves fabriquées. La sympathie professionnelle de l'avocate s'est tournée vers Charlie, mais pas de la manière espérée. Elle le voyait comme une victime, oui, mais une victime de moi. Nos voisins à Seattle avaient commencé à chuchoter dans les couloirs. Ses frères qui ont poussé leur mère au suicide. Quelqu'un avait créé un groupe Facebook pour l'immeuble afin de discuter de l'affaire. Des captures d'anciens posts, des vidéos de surveillance de nos allées et venues, tout ce qui pouvait être tordu pour appuyer leur théorie sur notre cruauté se diffusait dans la rumeur numérique. La femme avait prétendu que Charlie l'avait agressée la semaine précédant notre fuite. Elle avait des dossiers hospitaliers pour des blessures qu'elle s'était infligées elle-même, datés à la perfection pour soutenir son récit. Des photos d'échymose, une lèvre fendue, des griffures sur ses bras, toutes provoquées par elle-même mais documentées comme des agressions de son propre fils. Mon seul ami à Seattle travaillait dans une entreprise tech. J'avais prévu de lui demander de l'aide, peut-être squatter son canapé en attendant. Mais son patron, c'était le frère de la femme, celui qui avait pris l'avion pour s'occuper des formalités. Mon ami a cessé de répondre à mes messages dès que son patron est arrivé. J'ai essayé de prouver un des mensonges de la femme en accédant à ses dossiers médicaux du moment où elle avait prétendu qu'on l'avait empoisonnée. Mais révéler comment j'y avais accédé revenait à admettre une violation des lois HIPAA. La vérité faisait de moi un criminel. Chaque tentative de défense nous enfonçait davantage. La caméra de sécurité de la supérette nous avait filmé le lendemain de sa mort. On était sortis acheter des provisions, et le soulagement se lisait clairement sur nos visages. On souriait. On riait, même. Charlie avait fait ses petits gestes de bonheur. Cette vidéo s'est répandue dans la communauté comme preuve de notre cœur de pierre. Quel genre de monstre célèbre la mort de leur mère? Le frère de la femme est arrivé à notre immeuble 3 jours après la police. Notre oncle. C'est ainsi qu'il voulait qu'on l'appelle, même si on ne l'avait jamais rencontré. Il se tenait dans l'embrasure de notre porte avec des documents juridiques, affirmant avoir obtenu la garde de Charlie. La femme avait orchestré une dernière manipulation depuis l'au-delà, une bataille posthume pour la garde, conçue pour nous séparer à jamais. Tout s'est mis en place dans mon esprit alors que je regardais le visage compatissant de l'oncle. La femme avait tout planifié. La lettre de suicide. Le timing. La documentation. Même sa mort était un ultime acte de contrôle, pour s'assurer qu'on ne s'en échapperait jamais vraiment. Charlie s'était pressé contre moi, fredonnant nerveusement pendant que l'oncle expliquait qu'il ne voulait que notre bien. Sa voix était douce, raisonnable. Il citait le livre de développement personnel préféré de la femme sans même s'en rendre compte. Ces mots vivaient encore à travers lui. Il avait déjà commencé à sortir avec mon patron au McDo où je travaillais. À la fin de la semaine, j'étais licencié pour manque de fiabilité en pleine crise familiale. L'oncle a exprimé sa compassion en l'apprenant. Ce genre de choses arrive. La famille d'abord. L'oncle et moi avons comparé nos souvenirs du même matin de Noël, des années plus tôt. Dans sa version, la femme faisait des biscuits pendant qu'on ouvrait les cadeaux. Dans la mienne, Charlie et moi étions enfermés dans le sous-sol pendant qu'elle recevait ses amis d'église à l'étage. Nous croyions tous deux nos souvenirs. La femme avait tellement empoisonné les deux versions de la réalité qu'il était impossible de savoir ce qui était réel. Mes anciens messages ont refait surface dans le dossier de garde de l'oncle la semaine suivante. Des textos envoyés à des amis où je disais que je la voulais morte, que je rêvais de m'enfuir, que je fantasmais sur la liberté. Chaque phrase, sortie de son contexte, me faisait passer pour le fils dérangé qu'elle avait toujours prétendu que j'étais. La phrase « j'y pense depuis des années » apparaissait surlignée en jaune dans les documents légaux. La première visite surveillée de Charlie chez l'oncle s'est mieux passée que je ne l'aurais cru. Quand il est revenu, il n'arrêtait pas de dire à quel point l'oncle l'aidait mieux. L'oncle ne le forçait pas à compter les grains de riz quand il faisait une erreur. L'oncle lui avait acheté les crackers qu'il aimait, de petites attentions qui ressemblaient à des trahisons, après tout ce qu'on avait traversé ensemble. 2 semaines après la mort de la femme, une vidéo captée par une caméra de porte a refait surface, issue du système d'un voisin. On y voyait la femme devant notre porte, pleurant et nous suppliant d'être de bons garçons. Ce que la caméra ne montrait pas, c'était la séance de punition qui avait précédé sa performance. Les brûlures cachées sous nos vêtements, le sourire cruel qu'elle nous avait adressé par la fenêtre juste avant d'appuyer sur la sonnette. Le tribunal de la famille a traité mes accusations de maltraitance comme un exemple classique d'aliénation parentale. Le médiateur a expliqué que les enfants qui perdent un parent inventent souvent des justifications élaborées pour leur colère.
Ma documentation détaillée est devenue la preuve d'une obsession plutôt qu'une tentative de survie. Chaque preuve que je présentais était déformée jusqu'à paraître sinistre. J'avais utilisé les mots de passe de la femme pour accéder à sa boîte mail avant que l'oncle ne pense à les changer. Dans son dossier de brouillon se trouvait un mémoire qu'elle écrivait sur l'éducation de garçons, perturbés. Un agent littéraire avait déjà manifesté de l'intérêt. Elle avait reçu une avance. Nos souffrances étaient devenues matière première pour son contrat d'édition. Les images de vidéosurveillance de la bibliothèque publique montraient la femme en train de faire des recherches sur les enfants narcissiques et sur le moment où il fallait abandonner les enfants difficiles. Elle avait imprimé des articles sur le trouble de l'attachement réactionnel et le trouble oppositionnel avec provocation, bâtissant son dossier contre nous tout en provoquant elle-même les comportements qu'elle décrivait. Mon ancien thérapeute a reçu une assignation pour témoigner au sujet de nos séances. La femme m'y avait envoyé de force, chez une amie à elle, après chaque punition. Désormais, ces séances seraient utilisées contre moi. Des années de documentation biaisée, où ma colère face aux abus devenait une preuve de fantasmes violents. J'ai tenté d'enregistrer l'oncle lors de notre prochaine interaction, espérant capter ses menaces. Mon téléphone s'est mystérieusement éteint au moment même où il commençait à parler. L'oncle a souri en voyant la notification de batterie. J'ai compris qu'il brouillait probablement le signal. Chaque tentative de recueillir des preuves échouait de façon à me faire passer pour paranoïaque. Le renouvellement des médicaments de Charlie nécessitait la signature d'un tuteur. L'oncle s'en servait comme levier quotidien, forçant Charlie à venir le voir pour chaque dose. Je le voyais perdre peu à peu son autonomie, dépendant de l'oncle pour ses besoins les plus élémentaires. Le système censé nous protéger était devenu une arme de plus. L'amie infirmière de la femme travaillait à la clinique où elle nous emmenait. Cette infirmière avait vu le schéma des blessures, leur chronologie suspecte, les incohérences dans les récits de la femme. Mais quand je l'ai approchée, elle a préféré prendre sa retraite plutôt que de témoigner. Elle ne pouvait pas risquer sa pension, a-t-elle expliqué, en évitant soigneusement mon regard. Les réseaux sociaux sont devenus un autre champ de bataille. L'oncle a posté une photo prise dans la maison de la femme, portant négligemment la montre très reconnaissable de notre père. En arrière-plan, à peine visible, trônait son parfum sur la commode. Les trophées d'un mort exhibés comme de simples accessoires. L'oncle a fait sa première véritable proposition 3 semaines après le début de la bataille pour la garde. Il abandonnerait tout si je reconnaissais publiquement que la femme avait été une bonne mère, si je m'excusais pour la douleur que nous lui avions causée, si j'admettais que c'était nous qui l'avions poussé au suicide. Mon refus a été interprété comme un manque d'intérêt pour la stabilité et les besoins médicaux de Charlie. Puis j'ai découvert quelque chose qui a bouleversé ma compréhension de toute la chronologie. La femme avait appelé nos parents le lendemain du dépôt de demande de divorce par notre père, et non pas pendant une simple promenade comme elle l'avait toujours prétendu. La bataille pour notre garde avait été son mobile. Notre père essayait de nous sauver quand elle les a tués tous les deux. En regardant d'anciennes photos, j'ai compris que la femme se photographiait des bleus depuis des années. Chaque photo soigneusement cadrée pour suggérer que nous en étions responsables. Des dates correspondant à des événements scolaires ou des rendez-vous médicaux. Elle construisait la preuve de notre violence tout en nous infligeant les coups. Ce que je croyais être des preuves de maltraitance était en réalité sa propre documentation pour une ordonnance restrictive qu'elle n'a jamais déposée. Chaque blessure que j'avais photographiée, chaque incident que j'avais enregistré, elle l'avait déjà détourné pour démontrer que nous étions un danger. Ma preuve était devenue sa justification. La grand-mère est sortie de la maison de retraite où la femme l'avait placée depuis des années. Elle devait choisir entre la mémoire de sa fille décédée et les petits-fils qu'elle connaissait à peine. En nous voyant, une lueur de reconnaissance a traversé son regard. Elle a murmuré que sa fille était tout ce qui lui restait de son fils. La manipulation psychologique de la femme avait convaincu sa propre mère que sa mémoire s'en allait. Maintenant, son témoignage était irrecevable. Mais elle nous croyait. Dans ces moments de lucidité, elle se souvenait que la femme avait toujours été troublée. Que notre père avait peur de sa sœur. Mais un diagnostic de démence ne s'annule pas simplement parce que la manipulation cesse. J'ai commencé à photographier les crises de Charlie pour documenter l'impact de la manipulation de l'oncle. Chaque photo me brisait un peu plus, car je trahissais la confiance de mon frère. Mais j'avais besoin de preuves de sa dégradation. Le café près du tribunal est devenu mon poste d'observation. L'avocat de la femme rencontrait ses clients à la même table chaque mardi. Je me plaçais au comptoir bondé, faisant semblant d'attendre une commande compliquée tout en écoutant leur stratégie. Apprendre leur plan me donnait l'impression d'avoir une longueur d'avance, la seule qu'il me restait. Avant que l'oncle ne réalise que le stockage en ligne de la femme était un compte partagé, j'ai téléchargé tout ce que je pouvais. Des années d'emails, de documents, de photos, des preuves qui pourraient nous sauver, enfouies parmi d'autres qui pourraient nous condamner. Mes nuits étaient consumées par la course contre la montre pour trouver les bonnes informations avant de perdre l'accès. Une fille biologique est apparue, sortie du système de placement. La femme avait abandonné un bébé avant de nous prendre. À présent, cet inconnu réclamait des droits sur les prestations de survivants qui nous étaient destinées. Combattre sur 2 fronts m'a fait rater l'évaluation psychiatrique de Charlie.
Le tribunal m'a alors considéré comme un tuteur non conforme. Les frais juridiques ont vidé les économies que j'avais cachées, pendant que l'oncle utilisait librement les comptes de la femme pour couvrir les frais funéraires. Chaque dollar dépensé en avocat était un dollar de moins pour les soins futurs de Charlie. L'étau financier se resserrait un peu plus chaque jour. Une confrontation publique sur la tombe de la femme a ajouté une tâche de plus à mon dossier. J'étais venu pour confirmer qu'elle était vraiment morte, vraiment partie. L'oncle est apparu avec des fleurs et un photographe. Ma réaction en le voyant a traumatisé le gardien du cimetière, qui a appelé la police. Encore un incident à ajouter au dossier. Entre les comparutions au tribunal et les rendez-vous avec les avocats, j'ai perdu mon emploi dans un entrepôt à Seattle. Mon remplaçant s'est avéré être un autre contact de l'oncle. Chaque système de soutien que j'avais bâti s'effondrait sous la pression coordonnée. Vivre dans ma voiture est devenu la nouvelle normalité, pendant que l'oncle occupait la maison de la femme avec Charlie durant les périodes de garde élargie. L'adresse où nous avions été torturés était devenue le foyer à temps partiel de Charlie. L'ironie me brûlait plus cruellement que toutes les punitions subies. La grand-mère m'a retrouvé un jour au tribunal. Elle m'a supplié de laisser ma mère reposer en paix, sans savoir la vérité sur les crimes de sa fille. Ses larmes étaient sincères. Sa douleur était réelle. La femme avait détruit tant de vies, et la destruction continuait même après sa mort. Mon enquête sur le passé de la femme a provoqué la suspension de l'enseignante de Charlie. Quelqu'un avait signalé qu'elle n'avait pas alerté les autorités malgré les signes évidents d'abus. Sa suspension, en attendant l'enquête, a poussé sa fille à lui demander pourquoi maman ne pouvait plus enseigner. Une autre vie innocente abîmée par la proximité avec notre tragédie. Le mari de l'enseignante m'a confronté à la sortie d'un supermarché. Il m'a menacé de représailles si je ne cessais pas de propager ces théories du complot qui ruinaient leur vie. Je comprenais sa colère. Je détruisais la vie de gens bien dans ma tentative de sauver mon frère. Et malgré la conscience des dégâts collatéraux, je ne pouvais pas m'arrêter. Charlie avait besoin que je me batte, même si cela signifiait tout brûler autour de nous. L'avocat commis d'office chargé de nous défendre m'a posé une question qui m'a hanté, et si cette femme avait vraiment essayé de nous protéger de nous-mêmes? Et si nous étions aussi brisés qu'elle l'avait toujours prétendu? Je n'ai pas su quoi répondre immédiatement. Lors d'une audience pour la garde, j'ai admis avoir drogué cette femme pour accéder aux planches du plancher. L'expression du juge s'est durcie. La vérité est devenue confession. Confession. La survie est devenue crime. Crime. Ma crédibilité s'est évaporée à mesure que je disais la vérité. Les preuves trouvées sous le plancher comprenaient le journal de notre père. Ces dernières entrées exprimaient sa peur, autant envers sa sœur que sa femme. Et si je m'étais trompé, avait-il écrit. Même lui avait commencé à douter de la réalité, manipulée par cette femme. L'avocat de l'oncle a déposé une requête d'urgence pour obtenir immédiatement une tutelle permanente, pendant que mon avocat était coincé au tribunal de la circulation pour un autre client. La véritable croyance de l'oncle est apparue lors d'une séance de médiation, il pensait sincèrement que la femme nous avait sauvés de parents violents. Son délire était réel, nourri par des années de mensonges de sa sœur. Il voulait venger la sœur qu'il avait aimée malgré ses crimes, ou peut-être parce qu'il ne pouvait pas affronter ce qu'elle était vraiment. Enregistrer les crises de Charlie pour le tribunal signifiait trahir une promesse, celle de protéger sa dignité. Je lui ai dit que c'était pour son bien, tout en positionnant mon téléphone pour capturer ses pires moments. Le frère protecteur avait totalement disparu, remplacé par quelqu'un de froid et stratégique. Manipuler la fille de l'oncle pour accéder à son téléphone m'a semblé franchir une dernière limite morale. Elle avait été gentille avec Charlie pendant les visites. Elle ne méritait pas d'être utilisée. Mais j'avais besoin de ces preuves. L'excès de confiance de l'oncle au tribunal familial l'avait conduit à admettre dans des SMS qu'il connaissait l'instabilité de cette femme. Chaque petite victoire paraissait vide de sens quand Charlie me demandait si l'oncle pouvait venir nous rendre visite parfois. Nous avons pleuré ensemble dans les toilettes du tribunal. Deux frères brisés, survivants de l'enfer, confrontés à une autre forme de torture. Le système censé protéger les enfants était devenu une arme de plus contre nous. La demande reconventionnelle de l'oncle gagnait du terrain semaine après semaine. Ma situation de sans-abri et mon instabilité me faisaient paraître inapte. Son foyer stable et son revenu régulier semblaient meilleurs, sur le papier, que ma voiture et mon chômage. La vérité comptait moins que les apparences devant le juge des affaires familiales. Tout dépendait des dossiers scellés du premier thérapeute de la femme. Ce qu'il contenait allait soit nous condamner complètement, soit révéler le schéma de délire dans lequel nous avions été enfermés. L'attente était une nouvelle forme de torture. Ma gentillesse passée envers la fille de l'oncle se retournait contre moi. Elle m'a envoyé un message, « Pourquoi tu es méchant avec mon papa ?» Sa question innocente a fendu ce qui me restait de conscience. Utiliser les enfants pour mener des combats ressemblait trop à ce qu'aurait fait cette femme. Les amis du club de lecture et les mamans de la PTA avaient pris parti en fonction de leurs dons et de leur statut social. Celle qui avait profité de sa générosité défendait sa mémoire. Celle qu'elle avait snobée se souvenait soudain de moments étranges qui, avec le recul, prenaient tout leur sens. La communauté s'est divisée entre confort et vérité.
Les priorités du tribunal familial sont devenues claires lors d'une conférence de conciliation. Le juge a expliqué que la situation de vie importait plus que le passé. La stabilité primait sur la vérité. Charlie avait besoin d'un foyer, de médicaments, d'une routine. Pas d'un frère dormant dans une voiture à se battre contre des moulins à vent. Désespéré, j'ai consulté la liste des membres de l'unité militaire de notre père. Ses frères d'armes lui devaient des dettes de combat que la mort n'avait pas effacées. Je les ai appelés, suppliant l'aide d'hommes qu'il avait aimés. L'un d'eux a confirmé que notre père craignait réellement sa sœur, mais il a refusé de témoigner publiquement. Son aide partielle ressemblait à une autre petite trahison. Les documents découverts ont révélé que notre père avait commencé à rassembler des preuves de l'instabilité de la femme avant sa mort. Rapport de police de son adolescence, internement psychiatrique, ordonnance restrictive d'ex-compagnon. Il savait ce qu'elle était, et il avait essayé de nous protéger. La chronologie est devenue limpide, il avait menacé de la faire interner, et c'est alors qu'elle les avait appelés. Les papiers de l'hospitalisation psychiatrique étaient datés de la veille du double meurtre. Le centre de stockage sentait la poussière et les souvenirs oubliés quand j'ai enfin retrouvé le coffre militaire de notre père. Le gérant ne voulait pas me laisser y accéder sans papiers officiels, mais j'ai réussi à le convaincre en montrant le certificat de décès et en parlant de la bataille pour la garde. Sous son uniforme de cérémonie et ses médailles, j'ai trouvé ce que je cherchais, un magnétophone à cassette emballé dans du plastique. La bande à l'intérieur portait son écriture. Je l'ai écouté dans ma voiture, les mains tremblantes, alors que sa voix remplissait l'habitacle. Il avait enregistré la femme menaçant nos parents s'ils tentaient de nous éloigner d'elle. Sa voix était calme, méthodique, expliquant exactement comment elle ferait passer cela pour un accident. L'enregistrement s'est coupé en pleine phrase, mais c'était suffisant. J'ai fait des copies dans 3 magasins différents, paranoïaque à l'idée de perdre cette preuve. L'excès de confiance de l'oncle dans les dossiers du tribunal m'avait déjà fourni des munitions. Il avait admis qu'il savait que la femme était instable, mais il soutenait qu'elle avait été une bonne mère malgré ses problèmes. Cette admission, combinée à l'enregistrement, pouvait tout changer. L'audience finale pour la garde est arrivée plus vite que prévu. La salle d'audience était pleine de membres de la communauté ayant choisi leur camp. Certains croyaient encore sincèrement à la version de la femme. D'autres commençaient à remettre en question le récit à mesure que les preuves apparaissaient. Sa chaise vide, du côté des plaignants, imposait encore la peur, sa présence planait, même après sa mort. Charlie se balançait constamment sur sa chaise à côté de moi, pendant que je tenais les dossiers de preuves d'une main tremblante. L'oncle était assis de l'autre côté de l'allée avec son avocat, convaincu qu'il nous sauvait de nous-mêmes. Sa fille n'était pas là, tenue à l'écart de la laideur de ce procès. Le juge a demandé les déclarations d'ouverture, mais je les ai à peine entendues. Je ne pensais qu'au moment où je présenterais l'enregistrement. Les propres documents de la femme parleraient pour elle, révélant la vérité à travers ses propres mots. Des années de manipulation soigneusement orchestrées s'effondreraient dans sa propre écriture. Une conseillère en deuil, qui avait déposé une attestation en faveur de l'oncle, a été la première à témoigner. Sous la pression des questions, elle a admis que la femme lui avait dit avoir sauvé des garçons de parents, maléfiques, pendant leur séance. Elle avait cru qu'elle parlait de manière émotionnelle, pas littérale. Son visage est devenu livide lorsqu'elle a compris, en direct, ce que cela signifiait. Le juge a ordonné des évaluations psychologiques pour toutes les parties, y compris l'oncle. Le tribunal devait comprendre à quel point l'influence de cette femme s'était enracinée, et combien de personnes elle avait convaincu de ses délires. L'avocat de l'oncle a protesté, mais le regard du juge montrait qu'il avait vu assez d'affaires pour savoir quand quelque chose clochait profondément. Quand les dossiers du premier thérapeute de la femme ont enfin été déclassifiés, la salle d'audience est tombée dans un silence absolu. Page après page, les documents décrivaient son trouble délirant. Le thérapeute avait noté que la patiente croyait que son frère conspirait contre elle, qu'elle devait sauver ses enfants de lui. Les preuves confirmaient les meurtres, mais montraient aussi qu'elle croyait sincèrement nous sauver. L'effondrement de l'oncle s'est produit lentement. À mesure que chaque élément de preuve était présenté, sa certitude se désagrégeait. L'enregistrement des menaces de sa sœur, les hospitalisations psychiatriques, le schéma de manipulation s'étendant sur des décennies. Il avait besoin de croire qu'elle avait été bonne pour préserver sa propre santé mentale, mais la réalité s'imposait. Je l'ai regardé lutter avec la vérité sur la sœur qu'il avait tant aimée. Son avocat tentait de maintenir le récit en place, mais même lui semblait ébranlé par les preuves. La maladie mentale de la femme avait été si soigneusement dissimulée, ses manipulations si complètes, que même ceux qui lui étaient les plus proches avaient été trompés. Le juge m'a directement demandé si je voulais que l'on poursuive l'oncle pour avoir sciemment gardé des enfants sous le toit d'une meurtrière. La question est restée suspendue dans l'air pendant que je réfléchissais à nos options. Charlie avait besoin de stabilité plus que moi de vengeance. L'oncle avait été une autre victime des mensonges de la femme, même s'il avait permis ses crimes par aveuglement volontaire. J'ai dit au juge que Charlie avait besoin de famille, même d'une famille brisée. J'ai demandé que l'oncle reçoive de l'aide, pas une peine de prison. La salle d'audience a été saisie par cette clémence inattendue. Les larmes de l'oncle semblaient sincères alors qu'il assimilait la vérité sur sa sœur et ma décision de ne pas le détruire.
La décision de garde est tombée sans ambiguïté, je garderai la garde complète de Charlie, et l'oncle aurait des visites supervisées après avoir terminé un programme de traitement. Le juge a reconnu que la guérison prendrait du temps pour tous ceux que la femme avait touchés. Les prestations de survivants nous seraient restituées. L'argent que la femme avait volé retournerait enfin à sa vraie destination. À la sortie du tribunal, la communauté s'est divisée selon de nouvelles lignes. Ceux qui avaient soupçonné que quelque chose clochait se sont sentis justifiés. Ceux qui avaient soutenu la femme par ignorance ou par confort ont dû faire face à des questions inconfortables sur leur rôle. L'association de quartier s'est fracturée autour de discussions sur leur incapacité à voir les signes. Charlie et moi sommes rentrés à Seattle ce soir-là, meurtris mais ensemble. L'argent de la femme deviendrait le fonds de thérapie de Charlie, pour lui assurer toute l'aide nécessaire pour surmonter ce qu'il avait vécu. L'appartement semblait différent, plus léger, sans le poids constant de la peur et des batailles judiciaires. La première visite supervisée de l'oncle a eu lieu 3 mois plus tard. Il avait terminé son traitement initial et semblait vraiment déterminé à comprendre comment il avait été manipulé. Charlie était prudent, mais prêt à essayer. La famille pouvait se reconstruire, même à partir des cendres d'une telle destruction. 6 mois après le jugement de garde, nous nous sommes rendus sur la vraie tombe de nos parents. Les pierres tombales portaient enfin leur vrai nom. Les mensonges qui les avaient masqués si longtemps enfin corrigés. Charlie tenait dans sa main la clé en laiton. Le symbole de notre captivité s'était transformé en autre chose. Il l'a placée entre les deux tombes avec une précision délicate. La clé qui avait autrefois enfermé les preuves d'un meurtre reposait désormais avec les victimes. Les mots de Charlie étaient simples mais profonds, maintenant, elle ouvre la vérité. Le laiton était terni, mais sa signification avait totalement changé. J'ai compris alors ce que justice voulait vraiment dire. Pas la vengeance, ni la punition, mais l'acceptation. Le mal porte parfois le visage de l'amour, tordant des émotions sincères en quelque chose de monstrueux. La femme nous avait probablement aimés à sa manière brisée, même en nous détruisant. Survivre signifiait choisir quelle version de la famille croire, quel lien reconstruire. Les cicatrices de brûlure sur ma main ne disparaîtraient jamais complètement. La mâchoire de Charlie claquerait toujours légèrement quand il mâchait. La confiance reviendrait lentement, si elle revenait un jour. Mais nous étions légalement Adam et James maintenant, même si nous serions toujours Ryan et Charlie dans nos cœurs. Les noms que nous avions choisis comptaient autant que ceux qu'on nous avait donnés. Debout entre les tombes de nos parents, j'ai compris que certaines blessures ne guériraient jamais totalement. Que certaines vérités étaient trop complexes pour une résolution simple, mais que nous avions survécu. Nous avions retrouvé qui nous étions censés être. Et peut-être que c'était suffisant.